Élèves de première spécialité physique, bonjour. Dans cette leçon, nous nous intéressons à la force, dite force pressante, qu'exerce un fluide sur une surface plane. Pour exploiter la relation donnant la norme de la force, F égale P fois S, au sein d'un fluide incompressible, nous devrons utiliser la loi fondamentale de la statique des fluides, P2 moins P1 égale ρg, facteur de Z1 moins Z2. On appelle fluide l'état de la matière liquide ou gaz. Prenons un récipient type aquarium avec des surfaces planes contenant un liquide, de l'eau par exemple. Imaginons une petite surface S1 sur le fond du récipient, là où la pression est P1. La force que l'eau exerce sur la paroi est normale à la surface et dirigée du fluide vers la paroi car l'eau presse sur la paroi. Notons F1 cette force de norme F1 égale P1 fois S1. De même, sur la petite surface plane S2 de la paroi verticale, là où la pression vaut P2, l'eau pousse perpendiculairement à la paroi avec une force F2 de norme F2 égale P2 fois S2. Si nous introduisons une boule dans le liquide, celui-ci n'est plus en contact avec une surface plane, mais nous pouvons imaginer que la surface de la boule est composée d'un très grand nombre de mini-surfaces planes, 1 mm² par exemple, et que le liquide exerce ainsi un grand nombre de petites forces dirigées comme ceci et normales aux mini-surfaces. Nous pouvons nous intéresser aussi à la force que l'air, fluide gazeux, exerce sur S3 à la surface de l'eau, là où la pression P3 est égale à la pression atmosphérique. Nous avons les mêmes caractéristiques que précédemment, avec norme de F3 égale P3 fois S3 égale P atmosphérique fois S3. Retenons que la norme de la force pressante est égale à P fois S et que si l'on veut obtenir F en newton, il faut exprimer P en pascal et S en mètres carrés. À l'altitude de 10 000 mètres, la pression extérieure est d'environ 260 hectopascales alors qu'on maintient une pression de 750 hectopascales à l'intérieur de l'avion. Cette pression, inférieure aux 1000 hectopascales de la pression atmosphérique à laquelle nous sommes le plus souvent habitués, ne gêne pas notre respiration. Elle correspond à peu près à la pression à 2500 mètres d'altitude. La force que l'air extérieur exerce sur le hublot de surface S, nous l'appelons F1. Elle a pour norme P extérieur fois S, soit 260, 10 puissance 2 parce que hectopascal, multiplié par 600, 10 puissance moins 2 parce que centimètres carrés. On trouve 1,56 kN. La force que l'air intérieur exerce sur le hublot de surface S, nous l'appelons F2. Elle a pour norme P intérieur fois S, soit en procédant comme précédemment, F2 égale 4,50 kN. Nous pouvons tracer le vecteur F2 à l'échelle, la force résultante, F1 plus F2, que nous notons F, a pour norme F2 moins F1, soit 2,94 kN. Pour rendre plus concrète la force énorme qui pousse le hublot vers l'extérieur de l'avion, imaginons celui-ci horizontal sur deux tréteaux et calculons quelle masse M posée dessus aurait un poids P égal à F. On a M égale F sur G et l'application numérique donne M égale 300 kg. Le plomb est un métal très dense. Voici un lingot de 25 kg. Un autre, ça fait 50 kg, 100, 200, 300 kg sur la vitre du hublot. Voilà comment l'air à l'intérieur de l'avion pousse sur le hublot vers l'extérieur. Vous comprenez pourquoi on se contente de 750 hectopascales. Considérons un fluide incompressible qui, en première spécialité, sera toujours un liquide, souvent de l'eau de masse volumique ρ se trouvant dans un lieu où l'intensité de la pesanteur est G avec par exemple de l'air au-dessus. Nous définissons un axe vertical orienté vers le haut, vers les altitudes Z croissantes. Soit un point M1 dans l'eau, à l'altitude Z1, là où règne la pression P1, et un point M2 d'altitude Z2 où la pression est P2. La loi fondamentale de la statique des fluides s'énonce ainsi: P2 moins P1 égale ρg, facteur de Z1 moins Z2.
Attention à l'inversion 2-1, 1-2. Avec l'axe orienté vers le haut, on observe que Z1 est supérieur à Z2, donc Z1 moins Z2 positif. Comme par ailleurs ρ et G sont positifs, leur produit l'est aussi. On en déduit que P2 moins P1 est positif, et donc que P2 est plus grand que P1. La pression est donc plus grande à plus grande profondeur. Remarquons que nous n'avons pas eu besoin de définir une origine sur l'axe vertical des altitudes. Nous pouvons le faire en considérant par exemple la surface de l'eau à l'altitude 0, soit M1, un point de la surface d'altitude Z1 égale 0, là où la pression est P1 égale pression atmosphérique, et un point M2 d'altitude Z2 égale simplement Z, là où la pression est P2, simplement notée P. La loi fondamentale de la statique des fluides s'écrit alors P2, P, moins P1, P atmosphérique, égale ρg, facteur de Z1, 0, moins Z2, moins Z. Soit P moins P atmosphérique égale moins ρgz, ou encore P égale pression atmosphérique moins ρgz. Les pressions s'expriment en pascal, ρ en kilogrammes par mètre cube, G en newton par kilogramme et Z en mètres. Attention, l'altitude Z est forcément négative. Considérons un sous-marin à la profondeur H égale 300 mètres par exemple dans l'océan, là où règne la pression P. D'après la formule précédente, P égale pression atmosphérique moins ρgz, soit pression atmosphérique moins ρ fois G, et rappelez-vous, Z est l'altitude négative, donc ici Z égale moins H. On a donc P égale pression atmosphérique plus ρgh, et l'application numérique donne P égale 10 puissance 5 plus 1030 fois 9,8 fois 300, soit 3,1 10 puissance 6 pascal, donc 31 bars. Voyons maintenant quelle force pressante l'eau, à la pression de 31 bars, exerce sur un petit hublot de 200 cm². Notons F1 la force que l'eau, à l'extérieur du sous-marin, exerce sur le hublot, et F2 celle exercée par l'air à l'intérieur. Notons F la force résultante, F1 plus F2. Sa norme F est égale à F1 moins F2 et vaut F égale pression extérieure fois S moins pression intérieure fois S, soit en mettant S en facteur, F égale pression extérieure moins pression intérieure fois S. L'application numérique donne 31 moins 1 bar fois 10 puissance 5 pour avoir la pression en pascal, fois 210 puissance moins 4, car centi 10 moins 2 au carré, comme nous l'avons fait pour l'avion. On trouve 60 kN qui est le poids d'une masse de 6 tonnes. On comprend pourquoi le hublot, si hublot il y a, doit être très épais et de petite taille. Dans la fosse des Mariannes, endroit le plus profond connu sur Terre, la profondeur est de l'ordre de 11 000 mètres. Pour calculer la pression à une telle profondeur, appliquons la loi fondamentale de la statique des fluides, P égale pression atmosphérique moins ρgz. Avec ces valeurs numériques, nous obtenons la pression phénoménale, P égale 1100 bars. Il existe des engins pouvant supporter de telles pressions, appelés bathyscaphes. Les bathyscaphes sont très lourds, car leurs parois en acier et les hublots en matériaux transparents résistants ont des épaisseurs de l'ordre de 15 cm. Remarquons que le résultat 1100 bars, 1100 fois la pression atmosphérique, rend insignifiante la pression à la surface de l'eau. Qu'il y ait ou non la pression atmosphérique à l'altitude 0 ne change pas vraiment le résultat à 11 000 mètres de profondeur. Pourtant, la pression atmosphérique, comme l'a montré un certain von Guericke en 1654, est, elle aussi, phénoménale. À cette époque, on vient de découvrir le moyen de pomper l'air pour faire le vide, et on sait faire des joints étanches et des tuyaux. Avec 2 demi-sphères simplement jointes, von Guericke fabrique une sphère creuse, pompe l'air qu'il y a à l'intérieur, ferme le robinet, et s'aperçoit
qu'on ne peut plus séparer les demi-sphères même en tirant très fort. Il pense alors faire travailler des chevaux, mais rien n'y fait. 6 chevaux de chaque côté ne sont pas suffisants pour séparer les 2 demi-sphères qui ne sont pourtant ni fixées ni collées. Les chevaux n'arrivent pas à séparer les demi-sphères parce que l'air extérieur, à la pression P extérieure égale pression atmosphérique, les pousse l'une vers l'autre. Comme on a fait le vide à l'intérieur, la pression y est nulle et aucune force n'agit dans l'autre sens pour séparer les demi-sphères. Pour calculer la force pressante avec laquelle une demi-sphère est poussée vers l'autre, par la pression atmosphérique, on peut montrer, mais nous l'admettrons, qu'on obtiendrait exactement la même force si au lieu des 2 demi-sphères de rayon R, on utilisait 2 cylindres creux de même rayon R comme ceci. Intéressons-nous au cylindre de droite. Chaque mini-surface de la surface latérale subit une petite force qui est toujours compensée par la mini-surface diamétralement opposée. Et ceci pour l'ensemble des couples de mini-surfaces que l'on peut imaginer sur la surface latérale. La force F subie par la surface de base S n'est pas compensée et pousse le cylindre vers la gauche, vers l'autre cylindre. Le même raisonnement avec le cylindre de gauche conduirait à une force moins F le poussant vers la droite. La norme de F est égale à pression atmosphérique fois S surface d'un disque de rayon R, soit F égale P atmosphérique fois pi fois R au carré. Les demi-sphères de von Guericke avaient un rayon de 40 cm. L'application numérique donne alors F égale 50 kN, c'est-à-dire le poids d'une masse de 5 tonnes environ. Pas étonnant que les chevaux ont du mal à les séparer quand on pense qu'un cheval pèse environ 500 kg. La leçon est terminée. À bientôt!